s'il est une mission qui est largement attendue, tant par la communauté scientifique que par le grand public, je crois que l'on peut dire que c'est le retour d'échantillons martiens. Car ramener des échantillons de la planète rouge sera un gigantesque bond en avant pour comprendre son histoire et savoir si notre voisine a un jour abrité la vie. Mais en attendant, il reste encore énormément à faire pour arriver au jour de l'atterrissage de ces échantillons. Et justement, il y a de cela quelques jours, vers le 27 juillet, nous avions droit à un changement dans les plans de la NASA pour ramener ces échantillons, plan qui inclut désormais Perseverance et des hélicoptères martiens. Alors entre ça, 2 missions lunaires, des nouvelles quant au départ de la Russie et de l'ISS, des échantillons d'astéroïdes et de l'Internet lunaire, je crois qu'il va être temps, aujourd'hui, de se faire un petit tour des dernières grosses actualités spatiales. Mais avant de passer à l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner et à activer la cloche si vous ne désirez pas manquer mes futures vidéos. Sur ce, cette introduction a déjà assez duré et je vous propose de passer au premier sujet. Sujet qui, il faut l'avouer, fait couler pas mal d'encre depuis plusieurs années déjà et qui est encore devenu plus délicat depuis le début de la guerre en Ukraine. On apprenait en effet ce 27 juillet les intentions de la Russie de continuer à participer à l'ISS jusqu'en 2028. Ainsi, la Russie espère maintenir une présence relativement permanente dans l'espace, jusqu'à ce que la nouvelle station spatiale russe soit exploitable. Mais on apprenait aussi, dans la foulée, que cette station serait sur une orbite plus inclinée que celle de l'ISS, lui faisant traverser des zones où les radiations sont un peu plus fortes. Si ce n'est pas en soi un problème catastrophique, on apprenait aussi que la station serait en grande partie automatisée et ne pourrait se contenter que d'une présence humaine temporaire. Pour citer l'agence spatiale russe, l'objectif serait ainsi d'avoir une station plus efficace. Mais dans de telles conditions, il est aussi légitime de se demander où est l'efficacité et si le choix de n'accueillir d'équipage que temporairement n'est pas aussi un aveu de faiblesse à demi-mot face à la logistique assez complexe à mettre en œuvre. Mais là, j'entre plus dans de la supposition que des faits et cette voie n'est pas la plus intelligente à prendre. Au lieu de ça, j'aimerais vous proposer de quitter l'orbite basse et de nous diriger vers la Lune. Car il y a en effet non pas une, mais 2 missions à évoquer aujourd'hui. La première, c'était le lancement le 2 août, ou à la date affichée à l'écran, cet épisode étant préenregistré, de la première mission lunaire sud-coréenne. La petite mission, baptisée Danuri, sert surtout, dans un premier temps, de mission de test à la KARI, l'agence spatiale sud-coréenne. Elle sera en effet la première mission de l'agence à quitter l'orbite terrestre et à rejoindre un autre objet du système solaire. Elle permettra ainsi au pays de se faire la main sur une foule de technologies, incluant entre autres le guidage, la communication, la plateforme du satellite et j'en passe. Mais malgré tout, la mission remplira aussi quelques objectifs scientifiques. On note notamment la caractérisation de la topographie lunaire, des ressources et de l'environnement de façon plus générale. Mais la sonde devrait aussi faire une démonstration du protocole d'Internet interplanétaire, porté en partie par la NASA depuis 1998. Ce protocole sera en effet crucial pour des télécommunications entre la Terre et la Lune, Mars ou tout autre point du système solaire. Il doit, entre autres, tenir compte des coupures pouvant être liées au positionnement des planètes, mais aussi de terribles latences. Pour rappel, la vitesse de la lumière n'étant pas infinie, un signal met 1 seconde à atteindre la Lune et jusqu'à 22 minutes quand Mars est au plus loin de nous. Mais Danuri n'était pas la seule mission lunaire à l'honneur.
On apprenait en effet la sélection par la NASA de l'atterrisseur série 2 de Draper pour l'envoi de 3 charges utiles sur la face cachée de la Lune, le tout dans le cadre du programme CLPS. 8e mission commandée par la NASA dans le cadre de ce programme d'envoi de charges utiles sur la Lune, elle devrait décoller dans le courant de l'année 2023. Mais assez parlé de la Lune. Pour la suite de cet épisode, et avant de parler de Mars, j'aimerais vous parler un peu de l'astéroïde Ryugu. Souvenez-vous, le 5 décembre 2020, la mission japonaise Hayabusa 2 larguait vers l'atmosphère sa petite capsule contenant des échantillons de l'astéroïde Ryugu. Eh bien, ces échantillons commencent désormais à livrer leurs secrets lors de leurs analyses. Alors d'abord, il va falloir parler d'un certain type de météorites, à savoir les chondrites. Pour résumer rapidement, ces météorites sont faites jusqu'à 90% de chondres, des petites billes de silicate mélangées avec des sulfures, des composés organiques et j'en passe. Tout ce qui n'est pas les chondres, on nomme cela la matrice. Dans le cas des chondrites de type CI, les choses sont assez différentes. Elles peuvent, en effet, présenter jusqu'à 95% de cette fameuse matrice. Le problème, c'est que ces météorites sont extrêmement fragiles, résistent peu à la réentrée dans l'atmosphère et une fois sur Terre se détériorent très vite. Or, elles sont aussi particulièrement intéressantes et utiles. On suppose, en effet, quelles sont les météorites les plus proches en composition de la nébuleuse solaire, à savoir la nébuleuse qui donne naissance à notre système, et ces météorites se seraient formées loin de notre Soleil et de ses vents de particules dévastateurs. Du coup, c'est la composition de ce type de chondrite qui est utilisée pour déterminer à quel point une roche a été altérée. Ainsi, même si les échantillons sont hélas trop peu nombreux pour affirmer avec certitude que Ryugu n'a pas, non plus, subi de légères transformations au fil du temps, on peut néanmoins affirmer une chose. Ces échantillons sont parmi les plus purs sur lesquels on a pu mettre la main depuis la météorite d'Orgueil tombée en 1864. Et cela pourrait avoir un énorme intérêt, surtout couplé aux échantillons de l'astéroïde Bennu, échantillons que la mission Osiris-Rex devrait ramener d'ici septembre 2023 et qui contiennent peut-être quelques échantillons de chondrites CI. Mais assez parlé d'échantillons d'astéroïdes. Il va en effet être temps d'attaquer la dernière partie de cet épisode et de parler de la mission de retour d'échantillons martiens. Nous avions en effet droit le 27 à la publication de nouveaux détails sur les plans pour ramener ces échantillons sur Terre. Mais d'abord, une petite parenthèse s'impose. Au moment où j'écris cet épisode, le 29 juillet, le petit hélicoptère martien Ingenuity a déjà effectué 29 vols et parcouru un total de 7 km et 170 mètres avec un record de 708 mètres en un vol. Inutile de le dire, mais le petit hélicoptère a largement dépassé les 5 vols initialement prévus. Et la réussite d'Ingenuity permet à la NASA de se voir pousser des hélices. Cela, plus l'excellent état de Perseverance qui devrait encore être actif en 2031, le choix a été fait de se passer du rover européen dédié à la récupération des échantillons. Alors, soyons clairs, l'Agence spatiale européenne continuera de participer à plein d'aspects en s'occupant entre autres de l'orbiteur dédié au retour. D'autre part, il faut aussi noter que c'est un choix fait entre les deux partenaires et donc qui ne vise pas nécessairement à mettre l'un ou l'autre de côté. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas prendre ça comme une mise de côté de l'ESA par la NASA. C'est un choix fait par les deux agences après une concertation mutuelle.
car l'excellent état du rover Perseverance permet d'envisager que ce soit le rover lui-même qui vienne apporter les échantillons près de la plateforme chargée de les faire décoller. Mais si Perseverance venait à ne pas pouvoir accomplir sa tâche, alors ce seraient 2 hélicoptères basés sur Ingenuity qui se chargeraient d'aller récupérer les échantillons. L'objectif ainsi est de drastiquement réduire à la fois les coûts de la mission, mais aussi et surtout sa complexité. On ne peut dès lors s'empêcher de penser que les ambitions chinoises de retour d'échantillons martiens doivent aussi créer une certaine pression. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est ici que je vais terminer cet épisode pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.